c'est le roman où l'amour triomphe toujours. Donc l'amour, c'est au-dessus de tout, c'est au-dessus des guerres, c'est au-dessus des considérations psychologiques, c'est au-dessus des problèmes d'incompatibilité de caractère entre le héros et l'héroïne. Ils vont s'aimer à la fin. Le roman sentimental de l'après-guerre, il participe de moments de prospérité sans précédent des sociétés occidentales. Évidemment, le Québec inclus, qui avait traversé 15 ans, 20 ans auparavant la crise économique des années 30 et qui se retrouve, après la Seconde Guerre mondiale, à vivre dans un monde de biens matériels qui est évidemment le monde de la société de consommation. C'est une période qu'on associe généralement à la Grande Noirceur dans la mythologie, disons, dans l'imaginaire populaire québécois, mais en même temps, c'est une période de transition très importante. Les réformes des années 60 n'ont pas eu lieu, mais ça ne veut pas dire que la société est statique. Donc, on est à l'aube des 30 Glorieuses, on est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est une période, si les choses ne bougent pas du côté de Maurice Duplessis, elles bougent du côté de la société québécoise. Donc, c'est le début de la société de consommation, c'est le début d'une timide prospérité en quelque sorte. Avec la vie en ville, s'ouvre une plus grande possibilité pour les jeunes gens, jeunes filles, de rencontrer des personnes qu'elles n'ont pas connues nécessairement dans leur petite enfance. Donc, le bassin de recrutement s'élargit et aussi les manières de faire. D'une part, la vie en ville amène son lot de loisirs, de lieux de sociabilité. On va aller au diner, prendre une patate frite, prendre un kick cola, rencontrer des jeunes gens. Donc, la sociabilité juvénile est en transformation et l'adolescence fleurit dans un nouvel environnement qui permet des rencontres un peu plus élargies que ce qu'on avait connu dans l'ancienne société rurale, par exemple. Le roman sentimental célèbre la passion, il célèbre l'amour, mais en même temps, il met en scène un couple qui a réussi à obtenir les richesses de cette société prospère. Alors, il y a cet idéal-là matériel qui entre en jeu. Il y a aussi le fait qu'on s'est ouvert au monde dans l'après-guerre. Donc, on va beaucoup s'inspirer justement de ce qui se fait aux États-Unis, l'American Way of Life. Également du cinéma. Le cinéma qui a exalté le couple qui s'embrasse passionnément à la fin du film. Donc, il y a une espèce d'idéal passionnel là, qui n'était pas nécessairement présent avant et qui maintenant se met vraiment en place. Le fascicule, c'est une forme de littérature donc accessible, populaire, pas très dispendieux. Donc, il y a vraiment des facteurs comme ça contextuels, je crois, qui vont expliquer la popularité des fascicules. Mais aussi, il faut le dire, les fascicules ouvrent sur un imaginaire qui se porte déjà très bien, à la fois pour ce qui est des romans sentimentaux, le policier, l'espionnage. Les gens veulent de la culture populaire. Jusque-là, ils s'abreuvaient à des sources étrangères, américaines, britanniques, françaises. Mais là, tout à coup, on leur offre donc des produits dans lesquels ils se reconnaissent. Ça se passe à Montréal, on reconnaît les prénoms. C'est pas James Bond, c'est X13. On est avec un produit qui est à nous, en quelque sorte. Pour le Québec, le vrai roman d'amour, avec toutes ses caractéristiques vraiment bien remplies, apparaît dans les années 1880. Donc, c'est relativement tard ou tôt. En tout cas, ça dépend des points de vue. Puis, il va se transformer. Dans les années 20, il devient complètement autre chose. Puis, dans l'après-guerre, c'est la période la plus intéressante pour étudier le roman d'amour au Québec. Puis il continue après. Après la Révolution sexuelle, il y a une disette là, dans les années 70. On aurait pu penser que là, maintenant que le clergé a plus autant de place, la religion, tout ça, que c'est la Révolution sexuelle, le roman sentimental est enfin libéré de ses chaînes. Au contraire, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis encore aujourd'hui, se publie des romans sentimentaux au Québec avec des auteurs d'ici, dans des collections d'ici. Donc, c'est un genre qui n'est pas encore mort, malgré tout, qui va peut-être jamais mourir, mais la période la plus intéressante pour nous, c'est vraiment l'après-guerre, parce que là, il y a une coupure franche avec un avant. Pour toutes sortes de raisons, ces romans-là sont fascinants, nous disent toutes sortes de choses. En fait, nous racontent une autre histoire du Québec. Évidemment, c'est des romans, c'est pas de l'histoire. Mais nous raconte comment, entre autres, les baby boomers
ont rêvé à l'amour, comment ils se sont vus dans leur rôle stéréotypé, mais comment surtout ces romans-là représentent une rupture par rapport au modèle de leurs parents. Comme la période 45 à 60 est un peu une période de transition entre un Canada français qui répond jusqu'à un certain point aux stéréotypes qu'on entretient à son sujet, clérical, fermé sur lui-même, frileux, etc., et la Révolution tranquille, avec là aussi tous les autres stéréotypes de l'émancipation, l'ouverture sur le monde. Les fascicules incarnent une sorte de période de transition où la modernité, elle est là, que ce soit à travers le matériel, le milieu, la présence des voitures, certaine émancipation féminine, même avec d'énormes guillemets, mais on sent qu'il y a une sorte de premier dégel, il y a des lézards déjà qu'on peut sentir là, dans un certain traditionnalisme. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les fascicules, ces lézards-là apparaissent à la limite plus rapidement que dans la culture légitime. Hein? Donc les fascicules sont une sorte de vecteur une sorte de travail de sape un peu de la modernité. Ceci dit, hein, ils demeurent porteurs de toutes sortes de valeurs plus rétrogrades, anciennes, etc. Là, mais on sent quand même une sorte de premier printemps de la modernité dans les fascicules. Pendant cette période de 1940 jusqu'au milieu des années 60, il y aurait eu environ 11 000 romans qui auraient été publiés par 66 éditeurs différents. Évidemment, c'est des tout petits éditeurs qui naissent, qui meurent comme des champignons. Mais nous, on s'intéresse un peu plus à l'éditeur qui a le plus publié dans cette période-là, qui s'appelle les Éditions Police Journal. Et lui, Police Journal, à lui seul, a publié 5500 titres, donc c'est la moitié de la production. Le roman fascicule n'a jamais été aussi populaire dans les années 40 et 50 parce que la recherche de l'amour n'a jamais été aussi compliquée. On vit au moins dans la réalité fantasmée d'une immense classe moyenne où tous les individus sont interchangeables et où pourtant il faut rencontrer l'âme sœur. Pour Cendrillon, c'était facile de savoir quel allait être l'élu de son cœur. C'était évidemment un prince. Et donc, le fait de savoir que cette personne-là était un prince appartenait, disons, à la classe aristocratique, suffisait pour savoir que c'était la bonne personne, qu'elle avait notamment les vertus, évidemment, morales, la fortitude intérieure, mais aussi le luxe de vivre dans un château. Dans les années 40 et 50, c'est plus possible de se repérer aussi aisément dans les affaires sentimentales. Et donc, il faut apprendre à distinguer les signes, il faut apprendre à négocier les flirts, hein, les affaires de cour. Il faut réussir à savoir comment recevoir les déclarations d'amour, mais aussi les formuler. Et le roman en fascicule de l'après-guerre va donner quelques stratégies pour que les gens puissent arriver à trouver ce qui est l'ultime objectif d'une jeune fille ou d'un jeune homme dans la vingtaine, c'est-à-dire un beau mariage. Les particularités sur le plan démographique, ce n'est pas tant au Canada français qu'on revient aux grandes familles de 12 enfants et plus, mais plutôt qu'on a un plus grand nombre de femmes qui vont choisir l'orientation du mariage et opter pour la maternité, en quelque sorte. Plus de femmes vont avoir des enfants. Et les femmes se marient jeunes. On veut fonder une famille assez tôt, donc la moyenne est à peu près de 23 ans pour les femmes, 27 ans pour les hommes, ce qui fait en sorte que les femmes à cet âge-là sont très fertiles et qu'elles peuvent avoir un certain nombre d'enfants. Mais le portrait général est qu'on a un plus grand nombre de femmes qui auront 2, 3, 4 enfants. Et on voit par ailleurs une baisse du nombre de familles de 6 enfants et plus. Alors, il y a un modèle qui se dessine et c'est celui qui sera valorisé par la société, la famille nucléaire. C'est vraiment donc cette famille de classe moyenne, blanche, ancrée dans un mariage où la femme doit s'occuper des tâches domestiques et l'homme est le pourvoyeur. C'est vraiment cette image-là qui est ancrée dans les romans en fascicules et dont on ne peut sortir qu'à ses propres périls. En soi, le roman sentimental, il ne peut pas autoriser que des individus trouvent leur bonheur seuls en eux-mêmes. C'est une incompatibilité avec le genre. Même aujourd'hui, les romans sentimentaux d'aujourd'hui vont dire on va trouver le bonheur dans le couple. Dans les années 40-50, ça veut dire un couple hétérosexuel. Ici au Québec,
catholique, qui parle français. Ça, c'est très important, là, le rapport à la langue puis à l'identité dans ces romans-là est fondateur. Et je dirais que ce qui se dégage au niveau de l'imaginaire ou de l'imaginaire social, c'est de nouveaux modes de vie plus libérés, mais contrôlés. On voit souvent les jeunes gens qui vont commencer à se fréquenter puis sortir dans les restos chics ou les théâtres de Montréal. Justement, les jeunes gens vont prendre des Collins, ce qui est assez chic, mais si on dépasse 2 consommations, eh bien là, la vertu est compromise pour la jeune fille. Donc, la jeune fille doit savoir se montrer ouverte d'esprit, elle doit pouvoir prendre part à la vie qui est souvent urbaine, c'est souvent des représentations de la ville de Montréal, mais sans jamais dépasser les bornes, sinon elle est toujours en danger, soit de viol, soit, bon, justement, de perdre sa vertu, ce qui est la pire tare, hein, parce qu'une fille tombée, en fait, on ne peut pas la relever dans l'après-guerre. C'est impensable. Au fond, dans les années 50, on observera un grand conservatisme sur le plan de ce qui est valorisé. Et les jeunes filles, dès leur enfance à la maison, mais aussi à l'école, on encouragera l'aspiration de ces jeunes filles à se donner, à se dévouer. On misera sur ces valeurs de don de soi, de soin aux autres, en les présentant comme des valeurs naturellement féminines. Les romans sentimentaux de l'après-guerre sont sexistes sans aucun doute. Ils s'adressent d'abord aux femmes, mais en même temps, ils apprennent aux femmes à respecter la place qui leur est assignée traditionnellement dans la société canadienne-française. La plupart de ces fascicules-là sont du point de vue de la protagoniste. On sent que nos protagonistes, nos héroïnes, elles ne cherchent pas à répondre à un idéal judéo-chrétien du bonheur conjugal. Elles cherchent à entrer dans la classe moyenne. Elles cherchent la sécurité matérielle. Elles cherchent un homme qui va leur permettre d'avoir un bungalow, une voiture dans l'entrée, puis une pelouse. Le bonheur est là, mais entre les lignes, ce bonheur-là se conjugue beaucoup à quel est son métier, est-ce qu'il représente la stabilité, la prospérité. Donc, on a une sorte de quête de l'accès à la classe moyenne qui se retrouve beaucoup là, dans les fascicules. Et pour moi, c'est très moderne. C'est vraiment une rupture avec un modèle ancien, justement, de concevoir le couple qui était très, très conditionné par cette fameuse morale catholique. Et c'est intéressant parce que dans la littérature sentimentale, qu'est-ce que c'est au fond? Bien, moi, j'y vois beaucoup un roman d'apprentissage, hein, avec le rite initiatique qui est la sortie du giron familial et donc la rencontre de l'amour, on se fait une situation. Donc, si le lectorat est à peu près à l'heure des choix ou s'approche de ce moment fatidique, hein, qui est vraiment un moment fatidique parce qu'il faut le dire que dans l'après-guerre, le taux de nuptialité est un record au Québec. La natalité baisse, mais la nuptialité, elle, est en hausse à tel point que c'est vraiment une chasse au mari. On peut se le figurer comme ça. Donc là, si les jeunes filles s'apprêtent à entrer dans cette période angoissante de la chasse au mari, c'est intéressant de voir à travers des livraisons hebdomadaires. Donc, à chaque semaine, on voit une jeune fille qui peut être plus ou moins bien nantie culturellement et économiquement, mais qui réussit toujours son compte, finalement, se faire une situation, sortir du giron familial, rencontrer l'amour. On veut que ce qui anime l'union de 2 personnes, ce soit l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, tout en acceptant, bien entendu, les devoirs qui viennent avec l'union de 2 personnes devant l'autel. Ce qui est différent et ce qui fait question de la part de l'Église catholique et des autorités traditionnelles, c'est qu'on refuse désormais l'idée qu'une vie doit être une vie de renonciation et de sacrifice. Pendant longtemps, l'enseignement des élites traditionnelles, c'était de dire « vous êtes sur la terre pour souffrir et pour gagner votre ciel. Les plaisirs d'ici-bas ne sont rien, les félicités célestes sont tout. » Et puis dans les années 50 et 60, on voit une nouvelle génération, la génération pré-boomers et boomers, qui va dire non, nous, ce qu'on veut, c'est avoir de la joie, du plaisir ici-bas. On veut pouvoir accéder à un véritable confort. Bien entendu, nous sommes encore des chrétiens et des fidèles de l'Église catholique si on est Canadien-Français, mais on n'est pas ici simplement pour vivre une vie de sacrifice. Et ça, c'est nouveau. Et ça pose problème pour les élites traditionnelles qui voient une génération entière prendre un chemin de traverse et refuser de rester confiné dans les normes, dans les limites de la morale traditionnelle
pour accéder à une vie donc de confort, de plaisir et de bonheur matériel. Il y a un idéal associé à ce modèle familial qui est celui où on peut vivre à l'intérieur une vie familiale heureuse avec un certain nombre de biens matériels, avec un degré de confort matériel qui est pour plusieurs inusité, avec celle qui triomphe à l'intérieur, c'est-à-dire la reine du foyer, la mère de famille accomplie qui est comblée par ce bonheur familial, par cet univers domestique moderne, par cette cuisine qui est en quelque sorte son royaume, une cuisine revampée, moderne, avec des plans de travail à bonne hauteur, avec cette vision triangulaire du travail domestique où on a au centre l'évier surmonté d'une fenêtre qui donne accès à l'extérieur, et cette vision du travail qui est on peut dire plus scientifique, hein? Tout est bien calculé, tout est conçu en faveur d'une certaine productivité domestique. Et cette femme d'après-guerre qui a accès à tous ces nouveaux accessoires doit vivre une sorte d'accomplissement et de bonheur lié à cette consommation, à tous ces appareils qui facilitent en principe la vie domestique, qui fait en sorte que ce travail des femmes au foyer est assez radicalement différent de ce que faisait leur mère ou leur grand-mère, du point de vue en tout cas de l'outillage, et qui devrait théoriquement diminuer considérablement le temps qu'une femme a à consacrer à préparer les repas, par exemple, ou à faire le ménage. Mais la réalité est que les standards sont en révision, sont en hausse, et qu'on ne s'attend plus à ce que, par exemple, les enfants aient un vêtement pour la semaine et un autre pour la messe du dimanche. Au contraire, tout devient plus sophistiqué, mais aussi plus lourd pour la ménagère, dont la vie tourne autour de cette domesticité et qui sera considérée par un nombre croissant de ces femmes de banlieue ou de ces femmes qui imitent le mode de banlieue, mais tout en restant à la ville ou à la campagne, qui sera ressentie comme une sorte d'enfermement, puisque c'est l'éternel retour du même. Quand Marcel rentrait fourbu après une journée de travail, qu'elle le savait là à mourir, alors elle aurait voulu mourir elle aussi, couchée parmi les fleurs du parterre, la face enfouie dans le gazon tout autour et les deux mains sur les oreilles pour ne point entendre jusque dans le tympan son cœur fatigué et malheureux. Être reine au foyer, en fait, c'est bien, mais à condition d'être en amour. Parce qu'à plusieurs reprises, les héroïnes vont marteler que, là, elles font des tâches ménagères chez leurs parents, elles ont hâte de quitter le foyer pour ne plus être au service, finalement, de la famille, mais elles savent qu'éventuellement, c'est juste une petite parenthèse jouissive, hein, le moment de l'entrée sur le marché du travail, parce que la parenthèse se referme aussitôt pour le mariage, hein. Et là, on se fait une situation, on devient, oui, certes, reine du foyer, avec quelques électros branchés, mais il faut être au service maintenant du mari. Comme le roman sentimental, traditionnellement, il va pas mal plus être axé sur le personnage féminin. Bien là, on découvre des choses intéressantes sur ce qu'on demande aux femmes à l'époque. Souvent, c'est l'histoire d'une fille, une jeune fille qui elle en a vraiment assez de vivre sous le toit familial, donc elle aspire à quitter son foyer, s'en va à Montréal et là, travaille dans un bureau. La surreprésentation là, de personnages de dactylo, de secrétaires qui vont travailler pour un patron. C'est incroyable comment il y en a, mais c'est typique de l'époque. Et donc, là-bas, elle va rencontrer l'amour. Donc, le mariage, on le voit pas. Il est supposé à la fin. Nous allons nous marier. Donc, la fille va nécessairement laisser tomber son travail de dactylo, mais c'est pas grave parce qu'entre-temps, elle a réussi à décrocher l'amour du grand patron et va vivre dans la richesse et l'opulence ou, à tout le moins, dans un grand confort.
Puis ce qu'on nous raconte, avant qu'elle soit épouse et mère et donc prise par toutes sortes d'obligations, ce qu'on nous raconte, c'est ce petit moment dans sa vie où elle a pu aller au restaurant, au cinéma, boire un petit peu d'alcool, danser, se promener dans une décapotable avec un prétendant riche. Et pour les femmes qui aspirent à se marier, et dans un contexte où mariage égale encore, au fond, fin de la vie professionnelle, mais il s'agit de faire un bon mariage. Un mariage qui fera en sorte qu'on sera, oui, ému par le regard de l'autre, qu'on sera attiré par l'autre, mais aussi un mariage qui puisse nous assurer, nous comme individus dépendants dans cette structure juridique qui est le mariage, qui nous permettra une sécurité à long terme, qui nous permettra une vie de confort, donc de jouir de ce que la société moderne offre comme proposition, comme ressource. Le roman en fascicule offre 3 choses comme tous les romans sentimentaux. Il offre d'abord une évasion, un loisir, un délassement pour les moments où on n'est pas en train de travailler ou s'éreinter sur des tâches domestiques. De l'autre côté, il est aussi un fantasme. C'est, au moins par la lecture, l'idée que l'on pourrait un jour rencontrer, nous aussi, la personne de nos rêves. Et puis, c'est une école des sentiments. Et comme école des sentiments, le roman sentimental de l'après-guerre, comme tous les autres romans sentimentaux, va fournir des normes, des critères pour distinguer qui est la bonne personne avec laquelle il faut tomber en amour, mais aussi qui est la mauvaise personne avec qui il ne faut pas tomber en amour. Donc, on va avoir une description de tous les attributs qui font un bon parti et aussi, évidemment, toutes les caractéristiques qui font d'une personne une personne dont on devrait s'éloigner, se méfier. C'est véritablement une école des sentiments et ça se présente comme ça dans la publicité. Dans la publicité des romans en fascicule, on dit, écoutez, si jamais vous voulez connaître le sort de la jeune fille qui n'a pas écouté ses parents ou encore qui a été trop dévergondée ou qui a fait semblant qu'on pouvait passer par-dessus ses propres sentiments, lisez ce roman, connaissez ses aventures et ses mésaventures et apprenez, vous, à force de lire de telle littérature, évidemment de fiction, comment vous comporter dans la vraie vie. En général, le lectorat qui s'intéresse à des romans populaires est motivé par une recherche de sécurité et de confort. Donc, le fait de retrouver toujours les mêmes codes va l'aider. Si on demandait à Hélène Constance, c'est quoi le roman sentimental? Elle dirait qu'il y a 3 éléments. Donc, il y a la rencontre, qui est un passage obligé, la confrontation polémique ou la disjonction, on peut l'appeler d'une manière ou d'une autre, puis enfin la réconciliation, qui est nécessaire pour la fin heureuse ou le happy end, comme on le dit habituellement. Donc, pour la rencontre, eh bien, ça se passe durant les premières pages. Habituellement, on voit tout de suite l'héroïne qui peut être rencontrée au bureau ou bien elle peut être en train de vaquer à ses obligations quotidiennes. Là. Elle peut être dans son boudoir en train de s'habiller ou de feuilleter un magazine. Ça se voit souvent. Là, il y a un élément qui fait en sorte qu'elle rencontre lui avec un L majuscule. Donc, cet homme qui ne lui semble pas destiné, mais en fait, les lectrices et les lecteurs savent tout de suite l'identifier, surtout si ce sont des lectrices et lecteurs aguerris. Alors là, par un petit détail, par exemple, il peut avoir l'air un peu farouche ou il peut être son patron. Bon, par différents éléments, on se doute que c'est lui qui va gagner le cœur de l'héroïne. Mais ça ne se passe pas tout de suite, parce que sinon, on aurait seulement l'histoire à une page, ça en prend 32, pour former un fascicule du moins, mais c'est comme ça dans tous les romans sentimentaux, peu importe leur longueur. Donc, très tôt dans le récit, ils sont séparés par toutes sortes d'obstacles qui, dans l'histoire, changent. À travers le temps, là, les raisons qui séparent les amoureux vont changer. Anciennement, par exemple, dans les romans grecs, les amoureux étaient séparés par une tempête, un naufrage. Puis aujourd'hui, récemment, c'est vraiment l'incompatibilité de caractère qui va faire que les amoureux sont séparés. Mais donc ça, c'est intéressant aussi de voir qu'au fil du temps, dans l'histoire, les causes de la disjonction varient. Par exemple, au début du 20e siècle, les problèmes étaient surtout externes ou exogènes au couple.
Il pouvait y avoir des conflits politiques, par exemple, une guerre qui fait en sorte que les deux amoureux sont séparés pendant un certain temps. Il pouvait y avoir des chicanes de famille, hein, notamment à cause des raisons de classe sociale. Mais plus on avance dans le temps, dans le 20e siècle, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, bien là, les enjeux deviennent plutôt internes, des enjeux psychologiques. Je vous donne un exemple. Bon, on a l'héroïne qui croit que son patron est un coureur de jupons. Mais ça ne va pas l'intéresser, bien sûr, hein, d'aller se mettre en couple avec un homme comme ça. C'est mauvais signe pour le mariage. Mais pendant une trentaine de pages pour les fascicules, où la majorité du récit, peu importe le roman auquel on fait face, eh bien, il y aura donc ce malentendu qui va être appelé à être résolu dans les toutes dernières pages, parfois dans les dernières lignes. C'est ce qui fait que le roman d'amour est un roman d'amour. S'ils ne sont pas réunis à la fin, on est dans un autre genre, peut-être un roman psychologique, mais on est ailleurs. Les romans fascicules racontent toujours la même histoire, c'est pourtant jamais la même histoire. Évidemment, c'est 800 à peu près fascicules qui ont été publiés, donc on raconte toujours la même chose, mais avec tellement de variations qu'on retrouve de tout. Grosso modo, c'est quand même chaque fois de jeunes personnes, l'homme étant un peu plus vieux que la femme, de 2 ou 3 ans. L'homme exerce déjà un métier ou est promis à une belle carrière et la femme démontre non seulement des qualités personnelle, elle est fiable, elle est honnête, elle est pure, mais aussi elle est attirante. Et on joue beaucoup sur cette idée que la femme, pour trouver la bonne personne et ensuite de ça, séduire cette personne qui sera l'élu de son cœur, il faut qu'elle soit attirante. Il faut donc qu'elle fasse un énorme travail sur soi, se maquiller, se vêtir, de manière à pouvoir faire tourner les regards. Elle, c'est un corps, lui, c'est un portefeuille. Mais ce qui est triste dans ça, ou inégal, c'est qu'elle, elle perd de sa valeur en vieillissant. Puis on trouve ça dans la figure de la vieille fille. La vieille fille, là, dans les romans, c'est le pire état qu'il n'y a pas, là, parce que ça, c'est une femme dont le corps n'a pas été réclamé du tout, là, puis elle est rendue vieille, donc ça n'a aucune valeur. Donc, elle, l'héroïne, va perdre de sa valeur, tandis que le héros va toujours s'enrichir dans ces histoires-là. Donc, lui, sa valeur augmente dans les rôles sociaux qui sont mis en scène dans la fiction. Et ces jeunes filles qui sont quand même assez chastes, hein, ça, c'est important, parce que dans les archétypes, bon, il y a vraiment ce côté un peu prude, là. Qu'elles soient belles ou non, les jeunes filles qui flirtent avec la débauche, j'ose ce terme, sont disqualifiées. Un bon exemple, c'est l'archétype de la cigarette girl. Si on croise une cigarette girl, on sait très bien que ce sera la rivale dans le roman sentimental. Et c'est cette dimension de l'attraction physique qui va peut-être changer le plus au cours des 20 ans où sont publiés les romans fascicules. Au début, cette sexualisation des personnages, elle est très feutrée, et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, cette sexualisation se dévoile, si je peux jouer sur les mots, davantage. Elle est plus visible en page couverture, où on a des couvertures avec des échancrures un peu plus voyantes, où on a des embrassades un peu plus explicites, mais aussi évidemment dans la description, où dans certains passages, on voit que les étreintes chaleureuses d'autrefois laissent place à des baisers passionnés, puis même à ce qu'on appelle à l'époque le necking, hein, le necking qui est un mot qui apparaît justement dans les années 40 et 50 et qui montre bien que la place de la sexualité est de plus en plus grande et où pourtant les femmes dans les fascicules vont systématiquement occuper des rôles subalternes au nom de l'amour. Puis l'héroïne, elle n'est jamais en sécurité, que ce soit un vieil oncle lubrique, un réalisateur de radio concupiscent, là, il y a toujours quelqu'un qui est susceptible de l'agresser ou de lui arracher un baiser. Puis oui, c'est étonnant pour le Québec des années 40-50 qu'on imagine tellement encore sous le joug du clergé catholique. On peut voir aussi le motif de la tentative du viol qui est assez commune. Par exemple, ça se passe souvent dans une voiture, hein, lieu de promiscuité. Donc là, l'homme qui conduit la voiture est en
position de pouvoir et il stoppe la voiture et là, il tente donc d'embrasser, souvent c'est d'embrasser ou de commettre des attouchements. Sur l'héroïne, celle-ci se débat et puis, donc, mais il n'y aura rien d'érotisé. Si on pense, bon, par exemple, au concept du male gaze, là, qui consiste vraiment à érotiser le viol, à rendre des scènes troublantes, excitantes, par exemple, bien, il n'y en est pas du tout question. Il faut se rappeler qu'on est dans une production assez chaste, et quoi qu'en laisse penser finalement les images frontispices, les très belles images d'André Larchevêque, d'ailleurs. Au début du 20e siècle, on a des élites plus conservatrices qui refusent la ville, qui la critiquent, qui considèrent que la ville n'est pas le milieu naturel des Canadiens français, c'est la campagne. Donc, il y a toutes sortes de discours, il y a une littérature du terroir bien connue et tout ça. Et pour moi, j'ai toujours eu de la misère comment dire, accorder ce discours ambiant très fort aux photos qu'on peut voir d'un Montréal du début du 20e siècle, qui est une métropole moderne. Bon, elle a un visage anglophone pour des raisons qu'on connaît bien, mais les Canadiens français, ils sont majoritaires, ils vivent en ville. Il y a une culture urbaine qui est largement assimilée par les gens qui habitent comme ça à Montréal et pour qui les romans du terroir doivent être une sorte de bizarrerie étrange. La même chose pour ce qui est de ces appels à aller vivre en campagne. Et dans le fond, la littérature est en décalage par rapport à ce qui se passe pour une proportion de plus en plus importante des Canadiens français. Mais les fascicules nous montrent, pour moi, clairement que si on sort justement des milieux, disons, cléricaux, conservateurs et tout ça, la ville est déjà le décor par défaut. C'est-à-dire que les auteurs de fascicules, ils sont pas en train d'essayer de faire un point sur le fait que, regardez, la vie en ville est correcte, puis vous pouvez venir en ville, il n'y a pas de danger. C'est que pour eux, l'environnement par défaut ou écrire de la littérature populaire, c'est pas Sainte-Agathe-des-Monts, c'est pas Gaspé, c'est Montréal, c'est la ville, c'est là qu'il se passe, c'est là qu'eux habitent. Il faut le dire, hein, probablement que la plupart des auteurs sont des Montréalais et des Montréalaises. Une partie importante de leur lectorat est à Montréal, et même leur lectorat qui est à l'extérieur, bien, ils veulent peut-être pas entendre parler de Chibougamau, ils sont peut-être plus intéressés par les rues commerciales, rêver de la grande ville et de ses divertissements et de ses dangers, etc. Donc, il y a vraiment une cartographie de la ville qui est intéressante à étudier. Il y a une fascination pour les quartiers de l'Ouest. Donc, si on peut épouser un bon homme d'affaires qui a les valeurs de la société canadienne-française, donc qui est généreux, altruiste, respectueux et qui, par bonheur, habite Westmount, ben ça va très bien, c'est parfait. Mais il y a aussi les quartiers de l'Est ou le centre-ville, le Red Light. La prostitution est moins mise en scène dans les romans d'amour. On peut comprendre pourquoi, mais la jeune fille à Montréal peut être susceptible d'en venir à se prostituer. Donc, il y a ça aussi. Souvent, ça, c'est la faute des parents si la jeune fille se retrouve dans ces bas-fonds-là. Il y a à l'occasion des parents très peu scrupuleux qui sont représentés dans nos romans. Il y a un roman qui s'appelle « Fille de lupanar » où ils ont entre les mains une petite pureté, d'une blondeur, d'une candeur extraordinaire. Elle est extraordinaire, cette jeune fille qui va dans un couvent. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, c'est peu probable, puisque les parents tiennent un bordel. C'est la fête là, toute la nuit et elle parvient à s'enfermer dans sa chambre pour étudier. Puis quand elle a l'âge de 16 ans, ben là, elle n'avait pas encore compris, elle, où est-ce qu'elle habitait puis ce qui se passait dans sa maison. Donc, son père veut la forcer à se prostituer. Elle s'enfuit, elle dort sur un banc de parc. Elle rencontre un homme d'affaires qui va être son sauveur et qui va accepter de l'épouser. Donc, on a ces représentations-là, des bas-fonds de la ville où il se passe quelque chose. Ça va avec les autres collections aussi. C'est ce qu'il faut faire aussi, c'est de croiser les collections et les sous-genres. Parce que le roman sentimental, c'est une collection, mais on sait très bien que les lecteurs et les lectrices
lisaient toutes les collections de Police Journal, ou en tout cas un certain nombre. Les publicités nous le montrent. Comme les publicités sont croisées, donc dans des romans d'amour, par exemple, on va faire des publicités pour la série Le Domino Noir, qui est une série policière, bien, on sait que le lectorat butinait d'une série à l'autre. Donc, quand on nous représente le Montréal interlope, les gangsters, les bookies, bien, c'est peut-être pour satisfaire ces lectorats-là là, qui lisent un peu de tout. Pour les romans d'amour, d'aller dans les bas-fonds, d'aller dans les tripots, les salons de jeu, les cabarets, à l'occasion, les fumeries d'opium, de croiser des prostituées, par exemple, ou des toxicomanes. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça permet de mettre en péril la moralité, la virginité donc des protagonistes. Donc, ça permet de titiller le lecteur. Et donc, souvent le roman sentimental, c'est ça. On a un couple d'amoureux potentiels, il y a des obstacles, leur amour est en péril. Ah non, qu'est-ce qui va se passer? 31e, 32e page, ouf, le péril est passé, le bonheur est restauré et va durer. Donc, éventuellement, bon, les différents périls, c'est un rival ou une rivale, un malentendu, etc. En allant dans les bas-fonds, on peut vraiment jouer là, avec le feu, c'est-à-dire on met l'âme, la moralité de nos personnages en péril. Donc, nos protagonistes féminines vont fréquenter le mauvais genre de monde, se retrouver avec un bandit, alors qu'il y avait ce sympathique libraire juste à côté qui était le véritable amour, etc. Donc, ça permet d'aller un peu plus loin, hein, de mettre un peu plus de tension dans une histoire, et qui serait banale s'il s'agissait seulement d'une sorte de triangle amoureux. Ah, il m'a pas acheté suffisamment de fleurs, ah, l'autre est plus gentil, mais lui est riche, etc. Donc, plutôt que d'aller là, on sent que parfois les auteurs veulent vraiment mettre nos amoureux en péril. Donc là, c'est lui est devenu un toxicomane ou elle fréquente des femmes de mauvaise vie. Donc là, on est vraiment, oh mon Dieu, comment vont-ils s'en sortir? Et ils s'en sortent toujours, c'est rassurant, mais là, on peut vraiment les amener au bord du précipice et de l'abîme moral. Alors, face à la popularité des romans en fascicules, l'Église catholique va avoir deux attitudes. La première, c'est une attitude, on va dire, proscriptive. On essaie de bannir cette littérature parce qu'elle est souvent contraire à certains enseignements des élites religieuses de l'époque, mais aussi on va avoir une attitude qui va être prescriptive parce qu'on va essayer de mettre... l'Église catholique va essayer de mettre sur le marché ses propres productions sentimentales. Ça va être des échecs, mais ça montre bien que l'Église, tout en condamnant cette littérature, essaye aussi de l'incorporer pour qu'elle corresponde à ses propres normes. Et de fait, on peut dire que malgré que les romans en fascicules excluent à peu près totalement l'univers catholique, on ne retrouve pas de prêtres, on ne retrouve pas d'église, on ne retrouve pas de paroisse. Les gens sont absolument libérés, émancipés, au moins en fiction, de l'appareil clérical. Mais malgré tout, ils vivent un amour qui, quelque part, malgré sa sexualisation, correspond assez bien à ce qu'on attend de la part de l'Église catholique d'un couple canadien-français dans les années 40 et 50. C'est toujours un amour hétéronormatif, c'est toujours un amour qui mène au mariage et c'est toujours pour la femme un amour qui mène à la domesticité et au fait d'avoir des enfants. Donc, de ce côté-là, ce discours qui semble être, on pourrait dire, en banc de l'enseignement officiel de l'Église catholique, quelque part, est parfaitement conforme à ce qu'on attend d'une bonne Canadienne française et d'un bon Canadien français dans les années 50 et 60. Chez les jeunes gens en particulier qui s'engagent dans le mariage dans un contexte de vie moderne où les sollicitations sont nombreuses, où les loisirs sont accessibles et où les valeurs américaines sont si présentes dans l'environnement, on pense qu'il faut construire une sorte de bouclier autour du couple et de la famille. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il y a des initiatives comme les cours de préparation au mariage dispensés par des organisations comme la Jeunesse ouvrière catholique. Avec l'ambition de bien préparer, comme le nom l'indique, les jeunes futurs époux, de les prévenir contre différents périls qui peuvent survenir et qui sont désormais
perméable à la nouvelle culture plus psychologisante. Donc, on va préparer les gens à mieux identifier les émotions, à mieux reconnaître chez l'époux ses besoins, ses angoisses, etc. Donc, on ouvre sur cet univers plus intérieur tout en reconduisant les valeurs catholiques, les valeurs de service et en insistant bien sur le rôle de l'époux et de l'épouse qui sont de rôles quand même bien distincts. Un exemple que j'ai, c'est les éditions Fides, justement, qui étaient dirigées par le père Martin, qui était loin d'être un deux de pique. Bien, lui, voyant le succès des éditions Police Journal, s'est dit, bien, nous aussi, on va faire une collection de romans sentimentaux. Ils ont fondé cette collection-là en 1947, donc au moment où les éditions Police Journal vont vraiment prendre leur envol. Et c'est clairement pour leur faire compétition. Dans ces petits fascicules-là, on dit bien à la jeune fille ce à quoi elle peut aspirer, puis ce à quoi elle n'a pas droit de rêver, vraiment, littéralement. On décortique là, les étapes de la fréquentation dans une manière très prescriptive. Donc, il y a ça, donc un côté vraiment plus rigide, plus moralisateur, plus catholique. Ces titres-là sont épouvantablement pas attrayants. Puis c'est en sous-pesant ces deux types d'imprimés-là qu'on se dit, OK, ouais, je comprends pourquoi les éditions Police Journal ont obtenu un tel succès. C'est que dans les années 40, en tout cas en 1947, puisque c'est là la date de l'échec de la collection des éditions Fides, il y avait un lectorat assez émancipé, entre guillemets, par rapport aux dictats de la religion, qui pouvaient dire, ben moi, je rêve plus de richesse, de matérialisme, parce qu'ils ne sont jamais pauvres dans les éditions Police Journal. En tout cas, s'ils sont pauvres, ils vont s'en sortir, ça c'est sûr, puis ils vont vivre confortable. Donc, je rêve de richesse. Donc, l'idée là, de vivre d'amour et d'eau fraîche, là, non, on n'est pas né pour un petit pain, on va réaliser des rêves, on va devenir des entrepreneurs et on va avoir accès à la richesse. Donc, il y a quelque chose, il y a un tournant là, certainement plus consumériste. Hein? C'est l'entrée du Québec dans la société de consommation, mais qui permet au moins de se détacher de cette religion étouffante. Puis c'est là où les magazines, au sens large, là, interviennent puis viennent compléter l'offre médiatique dans laquelle cette lecture-là s'inscrit. C'est que la jeune fille aussi lisait des magazines où on parlait de mode, où on parlait de consommation, où on lui disait encore comment organiser son mariage, mais moins dans une atmosphère de dictat religieux que dans une idée de confort matériel et de richesse. Alors, c'est vraiment difficile de déterminer qui tient la plume ou plutôt la machine à écrire là, dans ces cas-là, mais c'est une question qui me tarabuste depuis un bon moment. C'est assez fascinant parce que on n'a pas beaucoup d'éléments hein, pour découvrir, là, pour pister les autrices et auteurs, mais on a les objets eux-mêmes. Et quand on regarde les objets dans leur totalité, moi, par exemple, j'ai établi la liste de tous les pseudonymes pour l'entièreté des collections d'amour de Police Journal. Et on voit qu'il y a des centaines, finalement, de pseudonymes. On sait que pour les éditions Police Journal, l'auteur vedette, c'était Pierre Sorel, qui est un grand auteur de littérature populaire au Québec, qui va continuer dans les années 70 avec une série policière qui s'appelait Le Manchot, qui a été très populaire. Moi, j'en ai lu à l'école secondaire à l'époque. Donc, lui, il est très connu. En fait, c'était un comédien aussi, Pierre Desniaux, de son vrai nom, travaillait beaucoup pour la radio. On sait que Yves Thériault en a écrit, que son épouse Michel en a écrit. On ne sait jamais vraiment exactement lesquels. Puis, ces romans-là sont publiés sous pseudonyme. C'est difficile de faire la lumière là-dessus. On peut supposer, puis c'est une des pistes
que je veux creuser, qu'il y avait beaucoup des auteurs radiophoniques, je pense, qui écrivaient pour Police Journal parce que le milieu lui-même de la radio est assez présent, le milieu des journaux aussi, donc il faudrait creuser. Et là, si on s'y penche, bien, il y a un illustrateur en particulier, le seul qui nous est connu à ce jour, mais ça tombe bien, c'est vraiment le plus prolifique et le mieux formé d'un point de vue artistique, André Larchevêque, qui est le fils d'Eugène Larchevêque, le fondateur des éditions du Bavard. Eh bien, lui, il a produit des milliers d'illustrations, donc des images de couverture pour les fascicules. Ce sont donc des belles couvertures assez soignées, de belles images, souvent qui représentent l'héroïne seule ou le couple en train de s'enlacer, par exemple, dans des images vraiment de qualité. Puis, il faut dire qu'André Larchevêque, lui, il a une formation particulièrement poussée. Il est allé à l'École des beaux-arts, il est allé à la Sir George William School of Art. Il a aussi suivi des formations en dessin publicitaire, un peu dans une période plus tardive, là, à New York. Il a fait de nombreux stages à Paris et ailleurs en France. Donc, c'est un artiste là, au sens plein du terme. Là, c'est intéressant aussi de faire des liens entre cet illustrateur qui est assez marquant et la production qui est considérée comme une production alimentaire par les auteurs, possiblement, mais possiblement aussi pour lui. Donc, ce grand artiste, il dessine des images comme ça à raison d'une par jour, selon ses dires à lui. Donc, une image par jour, mais surtout comme gagne-pain. Les facteurs qui ont provoqué le déclin des fascicules ne sont pas faciles à identifier. Probablement que la télévision y est pour quelque chose. Bien entendu, la télévision commence dès les années 50, mais l'ouverture de Télémétropole en 61 et la diversification des programmes dans lesquels il y a de plus en plus de téléromans où il se passe des histoires d'amour. Et dans les années 60, eh bien, je pense que ça a contribué à faire en sorte que les gens se sont tournés davantage vers la télévision, d'ailleurs qui était gratuite, plutôt que vers l'achat de fascicules. Il y a aussi les photoromans. On l'oublie, mais les photoromans étaient extraordinairement vendu au Québec. Il y a eu jusqu'à 1 million de lecteurs et de lectrices au Québec de photoromans et ça compétitionne beaucoup avec le roman en fascicule. Il y a aussi le cinéma qui est beaucoup moins censuré qu'avant et où il se passe des histoires d'amour passionnées, avec évidemment en technicolor, hein, avec des actrices et des acteurs qui sont des beautés fatales. Et donc, tout ça contribue à l'effacement du roman à fascicules et à sa disparition complète à partir du milieu des années 60. J'imagine que le succès de ces romans-là tient pour beaucoup au fait que ces jeunes femmes-là peuvent s'identifier aux héroïnes qui sont présentées et qui sont elles aussi dans la quête d'un mari, qui sont elles aussi dans un travail en attendant de se marier, qui sont aussi dans une vie urbaine où il y a des possibilités de déplacement en dehors du regard paternel ou maternel. Donc, il y a cette possibilité, oui, de se reconnaître, mais en même temps, de fantasmer sur une vie qui est peut-être plus enlevante, plus pleine de rebondissements, plus pleine d'imprévus, de possibilités de vivre des émotions fortes. Alors, certaines femmes, peut-être même des femmes mariées, aimeront aussi se tourner vers cette littérature-là, même si leur vie n'a pas le caractère exalté de ces romances absolument passionnantes. Bien, ce sera pour elles une sorte de compensation de leur vie au foyer qui est peut-être pas si malheureuse, mais qui est certainement, dans bien des cas, un peu terne, un peu monotone, un peu récurrente dans ses formes et dans ses activités. C'est toujours un bonheur suggéré, c'est toujours un bonheur à venir. Et dans le fond, les fascicules, et c'est la magie de ce genre de roman d'amour, et toutes les questions compliquées de la vie de couple, de la gestion d'un mariage et tout ça, ça ne doit pas apparaître. L'idée, c'est d'aller vers le beau mariage, mais jamais de rentrer dans les détails du beau mariage, parce que là, ça ouvre toutes sortes de portes problématiques pour les fascicules. Donc, c'est toujours d'aller vers le beau mariage, ascension sociale, avec un homme qui a toutes sortes de qualités, mais qui a surtout la qualité d'assurer la prospérité, la stabilité donc de sa conjointe. C'est une célébration de l'amour qui est tellement étonnante parce que justement, elle vient un peu remettre en question certains a priori qu'on avait de la recherche.
où on voyait la société canadienne-française d'avant les années 60 à travers cette idée, souvent un préjugé de la grande noirceur, où les aspirations collectives étaient étouffées et où dominait un système clérico-nationaliste qui ne laissait pas d'espace pour autre chose que pour une morale d'Ancien Régime. Alors que, à travers les romans populaire, on découvre une société québécoise qui s'était mise à rêver à l'American Way of Life bien avant les années 60 et qui déjà découvrait les plaisirs de la consommation, mais aussi l'importance de l'individu et de son bonheur personnel. Puis, ce qui est intéressant à se pencher sur une émotion, donc l'amour ou un sentiment plutôt, c'est que j'ai l'impression qu'elle peut faire office, ce sentiment peut faire office de prisme pour pouvoir observer et voir se réfracter toutes sortes d'autres enjeux sociaux. Hein. L'amour, bon, c'est beaucoup plus qu'un sentiment, c'est une grammaire, c'est un ensemble de codes, c'est aussi une épaisseur d'archives. On porte le passé à travers l'amour. Comment l'amour peut être acceptable en 1900, en 1920, en 1930, 40, 50. Quand je suis déménagée de chez moi pour aller vivre avec mon copain, ma mère m'a donné un conseil. Ne t'embarque pas d'en faire un gâteau par jour. Ouais, cette idée était totalement farfelue. C'est farfelu encore aujourd'hui, mais probablement pire, là. On mange même plus de dessert. Mais à l'époque, on mangeait encore des gâteaux. Donc, on parle des années du milieu des années 90. Mais quel drôle de conseil! Ça vient d'où, ça, ce conseil-là? Mais quand on lit les romans en fascicule, on comprend pourquoi elle a pensé que peut-être que moi, j'aurais l'idée farfelue de faire un gâteau par jour pour plaire à mon conjoint. C'est important de comprendre ça, c'est intergénérationnel.